Et l'entretien de cette édition de 20h avec vous, Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir Darius. Ancien ministre, essayiste, philosophe. Votre regard sur cette crise du Covid, vous avez signé une tribune au Figaro aujourd'hui encore. D'abord, nos vies qui ont tellement changé. Je marchais dans Paris ce matin en arrivant ici. Tout à coup, quand on se remémore janvier, c'était un autre monde. Quel est le regard que vous portez là-dessus ? Oui, le confinement, le masque, les tests, tout ça nous a changé l'existence. Maintenant, je ne crois pas du tout à l'idée du monde d'après qui sera complètement différent. Le monde d'après, il sera comme le monde d'avant, simplement il sera plus difficile, il sera moins riche, il y aura plus de chômeurs, il y aura des faillites d'entreprises, et donc on sera obligé de travailler beaucoup. Il faudra rattraper le travail, le temps et l'argent perdu. Donc, bien sûr, on a vécu une période extraordinairement, hors du monde d'une certaine manière. Moi, je suis resté confiné dans mon appartement à Paris avec mes filles pendant 3 mois. C'est extrêmement bizarre. On n'a pas d'équivalent dans notre histoire récente. Je suis plus vieux que vous, mais quand même, probablement il faut remonter à la période de la guerre pour avoir connu quelque chose d'aussi étrange. Voilà. Il y a des comparaisons qui sont faites. Certains disent le bac 1968, le bac 1940. Ces moments d'anormalité et en même temps la vie continue. Non, moi j'ai passé le bac en 68, donc du coup, je l'ai eu. Trop bien. Pour pas avoir le bac en 68, il fallait faire la demande. Donc évidemment, je l'ai eu. Je me souviens, j'ai eu 16 ans philo, donc j'étais très content, très fier, parce que je venais de la campagne et puis je n'étais pas allé au lycée depuis la 3e, donc j'étais heureux d'avoir le bac. Mais enfin, il fallait encore une fois faire la demande pour pas l'avoir. Mais non, 68, c'est l'anti-confinement. On était tous dans la rue. Moi, j'ai toujours été un vieux gaulliste, donc j'étais un peu moins dans la rue que les 68ards, que mon ami Danny Comédic, mais enfin, c'est le contraire absolu de ce qu'on a vécu, puisque c'était dehors. C'était l'effervescence, c'était dans la rue, c'était dans les théâtres, c'était dans les cafés, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. À l'université, tout le monde fumait gauloise sur gauloise. Donc c'était le contraire exact de ce qu'on a vécu avec le confinement. On va parler du bac oui. Bradé, certains disent. On va parler de l'école, des écoles fermées. Mais arrêtons-nous un petit instant encore sur ces leçons de la crise du Covid telles que vous les tirez. Ce qui me frappe d'abord, c'est que vous dites, les politiques, plutôt bravo, ça va à rebrousse-poil de certaines opinions, ils ont choisi la vie. Oui, je pense que pour la première fois, alors ils ont fait beaucoup d'erreurs, c'est pas là-dessus que je reviens, donc l'erreur sur les masques, sur les tests, ça on en a suffisamment parlé, je ne veux pas les accabler. Mais c'est la première fois dans l'histoire des sociétés capitalistes, et peut-être même dans l'histoire tout court, c'est la première fois, et si on compare avec la grippe de Hong Kong 68-69, c'est très frappant, qu'on met la vie et la santé des gens au-dessus de l'économie. Parce qu'on aurait très bien pu confiner, par exemple, région par région. Il y avait, en Bretagne, il n'y avait pas de cas. On aurait très bien pu ne pas, par exemple, confiner la Bretagne. Mais on a mis la santé et la vie au-dessus de l'économie. Et je crois sincèrement que c'est la première fois dans l'histoire occidentale, peut-être même dans l'histoire tout court, qu'un gouvernement choisit ça. Choisit plutôt la vie et la santé que l'argent. C'est quand même assez étonnant. Alors que sur les scientifiques, vous avez la dent très dure. Vous rappelez avec beaucoup de gourmandise ce que disait M. Salomon sur les masques. Surtout pas de masques, c'était la version avant. C'est la phrase qui est drôle. Alors, et quand vous réécoutez la vidéo de Salomon, c'est une vidéo du 11 mars. Et c'est assez marrant parce que, écoutez, il dit, je vais être clair, avec sa petite voix comme ça, vous savez, avec son côté sérieux, là, je ne vais pas lui faire de mal, c'est pas ça, mais il dit, écoutez, je vais être très clair, il faut surtout pas de masque. C'est pas le type qui te dit, peut-être, les masques, on n'en a pas, il faudrait... Non, surtout, il faut pas de masque. Et puis, il ajoute qu'au final, c'est quand même dangereux, parce qu'on pourrait se croire si on le met mal, et puis si on se sent protégé, non. Il dit, ça n'a aucun intérêt pour le grand public, surtout pas de masque. C'est une erreur totale. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, il est encore en service, parce que c'est inimaginable, des erreurs pareilles. Alors, on me dira que d'autres ont fait des erreurs aussi. Moi, je ne veux pas jeter la pierre, mais c'est quand même catastrophique, parce que probablement, on aurait sauvé des vies. C'est la vieille guerre des lettreux contre les scientifiques. Petite revanche, là, vous constatez que les scientifiques, la guerre pour ou contre Raoult, les différences sur le masque, les scientifiques sont très divisés. Ils sont moins fiables que certains l'espéraient. Et alors, ce qui est très intéressant, il y a un petit texte de David Hume, vous savez, le plus grand philosophe empiriste du XVIIIe siècle, un texte de l'année 1750, s'appelle « L'essai sur le goût ».
et Standards of Test, en bon français. L'essai sur le goût, et Hume défend une thèse qui est assez amusante à l'époque et qui s'est avérée dans cette affaire de Covid, c'est qu'en vérité, il y a beaucoup plus de consensus sur les grandes œuvres d'art que sur les questions scientifiques. Regardez sur le réchauffement climatique, jusqu'au sein de l'Académie des sciences, les scientifiques se sont empaillés entre eux. Regardez sur l'hydroxychloroquine, sur les masques, sur les tests, sur est-ce que quand on a eu le Covid, on est immunisé ou pas. Les scientifiques se sont embrouillés, alors que tout le monde reconnaît que Mozart, Bach ou Chopin ou Beethoven sont des grandes œuvres, enfin sont des grands auteurs, ils ont des grandes œuvres. Voilà. Et donc paradoxalement, on a vu, mais c'est pas nouveau de l'histoire des sciences, c'est comme ça, mais on a vu à quel point l'idée que la science, c'est l'objectivité et qu'on est tous d'accord. Non, on s'embrouille entre scientifiques. Il y a une plainte déposée par une association de médecins auprès de l'Ordre des médecins contre Didier Raoult. Voilà, on voit à quel point la haine, la jalousie aussi fait que voilà, on n'est pas du tout dans l'objectivité, on est dans le passionnel pur. C'est une autre image de la science qui n'est pas inintéressante d'ailleurs. Est-ce que ça ajoute au risque d'affolement? On voit à quel point on se disait cet été, voilà, ça a l'air d'aller mieux, et puis là, tout à coup, ça repart de tous les côtés. Le scénario de l'affolement, est-ce qu'il existe encore d'après vous? Il y a le scénario de l'affolement. Alors, il n'y aura pas de confinement à nouveau. C'est pas possible parce que l'économie française n'y survivrait pas. Donc, il n'y aura pas de nouveau confinement. Puis maintenant, on a des masques, on a des tests, on est prévenu. Donc, il n'y aura pas de confinement. Mais il va y avoir de l'affolement. Et le revers de la médaille de l'affolement, c'est le complotisme anti-masque. On met des pustes, voilà. Ça va avec. On voit les fermetures d'écoles. Ça commence. Et puis, c'est inévitable. Est-ce que ça, c'est une part d'affolement? Parce que le virus doit circuler, tout le monde est d'accord avec ça. Il y aura des cas de Covid dans tous les écoles. On ne va pas refermer toutes les écoles. On sent bien qu'il y a une part de... Mais je pense qu'on en fait... Écoutez, il y a 50 000 écoles élémentaires en France. Si on en ferme 200 ou 300, ce ne sera pas la mort. Ouais. Voilà. Mais évidemment que quand il y aura un cas, on fermera les écoles. Là, pour le coup, si j'étais à la place de Blanquer, je ferais la même chose. Je pense que voilà, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a commis, à mon avis, une erreur en n'utilisant pas les lycées et les collèges qui étaient vides pour déconfiner les écoles, parce que c'est ce qui a empêché les gens d'aller travailler. En revanche, aujourd'hui, les mesures qu'il prend sont les bonnes. Là, il a tout mon soutien. Aujourd'hui, je suis tout à fait de son côté. Il ne fallait pas retarder la rentrée. Mais en revanche, s'il y a des pépins dans un collège, un lycée ou une école, il faut évidemment les fermer et puis faire ce qu'il faut. Luc Ferry, je reviens à votre tribune du jour. C'est frappant. Dites-vous combien les idéologues en tout genre se sont jetés sur cette crise. Extrême droite, extrême gauche, en disant... Et d'autres, en disant, voilà, c'est notre moment. Oui. Alors non, mais les vautours... Alors, le pire... Alors, c'est pareil, c'est embêtant quand les gens ne sont pas là. On est à la télé, on cite des noms, c'est toujours gênant. Oh, vous savez très bien dire du mal des gens qui ne sont pas là. Il y en a eu 2 déjà, je crois, là, dans votre... Oui, mais bon, vous m'y obligez. Allez-y. Voilà. Non, quand Nicolas Hulot a dit c'est un ultimatum que nous adresse la nature, on peut pas dire une bêtise plus colossale. C'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une crise sanitaire, pas une crise... Il sera notre invité dans quelques jours. Il a été ramassé par le prof de chimie du Collège de France qui a dit mais cette récupération est absurde. Surtout quand vous voyez d'où c'est venu. Parce que c'est venu de marchés chinois. Moi, je connais bien la Chine. Quand vous allez dans les marchés chinois, vous voyez... D'ailleurs, c'est un spectacle, moi, qui me débecte parce que j'aime les animaux. Mais vous voyez ces petites civettes adorables qui s'entassent vivantes dans des cages insalubres, les chauves-souris, les rats. Vous voyez des gens qui bouffent des musaraignes vivantes. Avec des baguettes, ils les trempent dans la sauce de soja, ils les bouffent vivantes, en rigolant. Oui. Et donc, on sait très bien que c'est tout sauf la mondialisation libérale, c'est totalement archaïque et c'est en même temps un pays communiste, c'est pas un pays libéral. Donc dire c'est la mondialisation libérale, comme l'a dit Hulot, ça n'a aucun rapport. On sait très bien que, juste un point, parce que j'entends déjà les gens qui disent « Ah oui, mais les avions, etc. » Non, c'est pas ça. Il a suffi de 3 bateaux pour que la peste noire décime 30% de la population européenne au Moyen-Âge. Est-ce que le scénario existe que certains extrémistes gagnent, parce qu'à la fin, quand même, on a vu des crises où, finalement, les extrêmes gagnaient, les extrêmes droite ou extrêmes gauche après la crise de 29. Oui. Est-ce que ce scénario existe déjà, d'après vous? Pas à cause du Covid, parce qu'en fait, sur des questions comme ça, de sanitaires et de crise sanitaire ou sur des questions de guerre, le président en place
on tire les marrons du feu pour lui, pour parler correctement le français. Et donc, il en profite généralement. En revanche, le vrai problème aujourd'hui en France, je vous le dis très clairement, je le dis et je l'ai dit ici X fois, le vrai problème, c'est que comme les partis de gouvernement traditionnels, la gauche démocratique et la droite républicaine sont complètement dans les choux, ils sont pratiquement inexistants. Et donc, même ils sont totalement inexistants, disons-le franchement. Pour l'instant, il n'y a pas de leader, ni d'un côté, ni de l'autre. Bon. Et donc, peut-être il y en aura, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, la seule alternance possible aujourd'hui, c'est avec Marine Le Pen, il faut être clair, c'est évident. Donc la possibilité est là, d'après vous? Hollande l'avait dit. Hollande, on peut ne pas aimer sa politique, mais Hollande est tout sauf idiot, et notamment en politique, sur le plan strictement politicien. Il avait dit très clairement que pour la première fois, l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée n'est pas inimaginable. Voilà. Et je pense de toute façon, j'ai un pari là-dessus avec mon camarade Danny Cohn-Bendit, je pense que Marine Le Pen fera de toute façon un score très important à la présidentielle et qu'on sera obligé d'en tenir compte. Qu'est-ce qu'il a parié, lui ? Il a parié que c'était impossible et que ce serait Macron qui gagnerait, évidemment. Mais comme c'est son pote, ça ne veut rien dire. Mais je pense pas à la victoire de Marine Le Pen, c'est pas ça que je parie, mais je pense qu'elle fera 47 ou 48%. Et surtout, je pense que c'est une analyse de fond, c'est pas une question comme ça de politologie, de politique bête, c'est pas ça. Je pense que dans l'état actuel de la France, la seule alternance possible, c'est avec elle. Quand les partis de gouvernement sont morts, on a le centre et les extrêmes. Et quand vous regardez dans toute l'Europe, les extrêmes finissent par gagner. En Italie, en Hongrie, en Grande-Bretagne, et puis aller plus loin, au Brésil, Bolsonaro, aux États-Unis, Trump. Et donc, au fond, les populistes finissent toujours par l'emporter contre les centristes. Luc Ferry, votre regard de philosophe, d'ancien ministre aussi, c'est une année scolaire tellement inouïe. Toute leur vie, les bacheliers, on les mentionnait, mais tous les autres, les enfants se souviendront de l'heure 2020. Oui. Est-ce que ça a été, scolairement, d'après vous, une année massacrée ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas grave. Je sais que je suis complètement à contre-courant, je vais me faire tuer, mais je pense que c'est pas grave. Vous savez, moi j'ai fait mes études par correspondance toute seule depuis la classe de 3e, et donc je crois que, voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que ça accentue les inégalités sociales, selon que vous avez des parents qui peuvent vous aider à travailler, ou même vous forcer à travailler et vous aider en même temps, ou selon que vous êtes complètement perdu parce que vous avez des parents qui sont eux-mêmes perdus scolairement. C'est évidemment, ça accroît les inégalités sociales, ça c'est vrai. Mais sinon... c'est pas... Vous savez, c'est horrible ce que je vais dire, je ne devrais pas le dire, mais quand vous regardez ce qu'ils savent vraiment au niveau du bac, de toute façon, ce qu'ils ont appris, c'est pas colossal. Ouais. C'est pas si colossal qu'on puisse dire que 3 mois perdus, c'est une catastrophe absolue, c'est pas vrai. Parlons-en du bac. Ouais. Quand on voit les chiffres de cette année, on va rappeler l'évolution parce que c'est quand même très, très spectaculaire. 2020, voilà, on en est là. Quand on remonte le temps... On est à 95%, 97%. 96. Ouais, en 1980, 64%. Ouais. Très franchement, sans être réactionnaire, la question se pose. C'est vous qui le sauriez. C'est vous qui le sauriez. Est-ce que le bac a été bradé ? Mais ça fait des années qu'il est bradé. Hors Covid, dans les filières générales, on était à 92%, je crois, l'année dernière. Donc, de toute façon, moi, je suis absolument pour la quasi-suppression du bac, pour le contrôle continu. Il faut garder 2 ou 3 épreuves symboliques, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un examen. Et il faut... pardon, quel est le sens de ça ? Quel sens ça garde ? C'est d'éviter que... D'abord, parce que, soyons clairs, il y a aussi des questions financières. Le bac, ça coûte entre 2 et 4 milliards d'euros. Donc, pour le donner à tout le monde, autant le donner au berceau. Bon. Donc, à 92%, ça ne sert plus à rien. Et deuxièmement, il y a un vrai enjeu, et là, je suis sérieux, c'est que si le bac est complètement bradé, les universités ont une pente inévitable, c'est de restaurer un examen d'entrée à l'université parce qu'ils disent les mots n'ont pas le niveau. Voilà. Quand vous étiez ministre, est-ce qu'il y avait une pression ? Est-ce que ces chiffres ont un sens politique de dire voilà, il faut pousser, il faut aller à... Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une thèse, encore une fois, plutôt complotiste. C'est pas vrai. C'est simplement que, au fond, j'aime pas le mot laxisme. Il est très connoté à droite. C'est pas ça. Mais comme ces gamins qu'on voit là, ce sont nos enfants, on n'a pas envie de les coller, on n'a pas envie de les empêcher d'aller à l'université, tout simplement. Donc on se dit bon, allez, vas-y, va. Puis ils sont mignons, ils sont gentils, on les aime bien, c'est nos enfants. Bon, et donc on a laissé filer le bac.
Le gros inconvénient, encore une fois, c'est que moi j'ai enseigné à l'université pendant pratiquement toute ma vie, c'est qu'on voit arriver des enfants en première année d'université qui ont absolument pas le niveau. Et donc c'est pas leur rendre service. Du coup, vous avez un échec, vous avez 40% ou 45% d'échecs dans les premières années, ce qui n'est pas leur rendre service. Donc on ferait mieux de remettre du contrôle continu, puis 2 ou 3 épreuves un peu dures, et leur dire bon, c'est pas grave, tu redoubleras ou même tu tripleras, mais il faut que tu aies le niveau avant d'entrer à l'université. Sinon, tu perds ton temps, tu fais perdre ton temps aux autres, et en plus, tu seras collé en première année, en deuxième année. Donc, je pense qu'il faut rétablir une vraie sélection au niveau du bac, peut-être revenir à un bac à 60 ou 65%, quitte à ce que, dans le redoublement, on organise les choses plus intelligemment qu'aujourd'hui. Luc Ferry, vous êtes une espèce en voie presque de disparition, en tout cas très indépendant. Quand on regarde votre positionnement politique, alors vous étiez filloniste. Pardon ? Vous étiez filloniste ? Filloniste, non, mais oui. J'ai voté pour Fillon. Filloniste, ça veut rien dire. Mais j'ai soutenu Juppé et Fillon dans la primaire. J'ai soutenu Juppé d'abord, Fillon ensuite. Et donc, c'est pas un mystère. Moi, je suis un vieux gaulliste, donc je suis totalement républicain, étatiste en politique et totalement libéral en économie. Point final. Totalement libéral en économie, j'y viens. C'est là où on est frappé de voir comme en France, aujourd'hui, c'est une espèce rare. Et on le constate aujourd'hui encore avec la nomination de François Bayrou au plan. Oui. On en parlait hier déjà. Ça vous fait rire. Le nom même vous fait rire. Pourquoi ? Parce que, écoutez, François Bayrou, c'est un ami, je le connais depuis... C'est le parrain de votre fille. C'est le parrain d'une de mes filles, donc voilà. Mais ça me fait rigoler, parce que c'est... Alors, je comprends très bien qu'il y a... Ça vous fait rigoler, pardon, ça sert à quoi ? Alors, on verra. Il a l'élégance de refuser toute rémunération. Donc déjà, c'est à la fois l'élégance et l'habileté, c'est les deux. C'est évidemment, ça désamorce les critiques faciles. Bon, maintenant, vous me disiez c'est une blague. Politiquement, on n'est pas des naïfs, on sait très bien que politiquement, ça veut dire que Macron a absolument besoin du MoDem et qu'il ne veut pas se fâcher avec le président du MoDem et qu'il faut quand même le caresser dans le sens du poil. C'est la première chose. C'est 95% de l'opération, soyons clairs. Maintenant, pour le reste, ça dépend de ce que fera Bayrou et de ceux avec qui il va travailler. Moi, si j'étais à la place de Macron, j'aurais nommé quelqu'un comme Pierre Nora. J'aurais nommé quelqu'un comme Pierre Nora, un très grand historien, et quelqu'un qui a été capable, dans la revue Le Débat, de s'entourer de grands scientifiques, de grands économistes, de grands historiens, etc. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui connaissent aussi les nouvelles technologies, les sciences surtout. Et c'est pas la tasse de thé de Bayrou. Donc maintenant, il va avoir un entourage. Il n'est pas payé, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, et ensuite on verra ce qu'il fait. Est-ce que c'est une forme de constance française ? Il y a cette page célèbre de Chateaubriand, il dit au fond les Français n'aiment pas la liberté, ils disent qu'ils aiment la liberté, ils aiment l'égalité, mais la liberté, l'idée de la vraie liberté, notamment économique, ça n'a jamais vraiment, ça s'est jamais vraiment installé. Il n'y a jamais eu vraiment de libéraux économiques en France. On a eu des grands libéraux politiques comme Tocqueville ou Constant, on a eu quelques libéraux économiques célèbres, mais ils n'ont jamais eu d'influence, ni parmi les ministres comme Madeleine, ni parmi les grands intellectuels. Il n'y a pas de grands intellectuels libéraux qui aient eu la moindre influence sur la vie politique en France. Est-ce qu'Emmanuel Macron... de la Suisse, c'est exactement le contraire. La Suisse est un pays ultra-libéral. D'ailleurs, il a 3% de chômage. Il y a des Suisses dans tous les... Non, il a 3%. Il n'a même pas. C'est pas le sujet. Non, mais attendez, c'est pas pour vous agresser, parce que c'est un pays que j'adore absolument. Mais ils sont à 2 de chômage, quand même. Il faut... Un peu plus, non, mais enfin, ils sont beaucoup moins. Ils sont en dessous de 3. Luc Ferry, je reviens à ma question. Bien sûr, c'est pas moi qui suis interviewé. Est-ce que Emmanuel Macron est dans la tradition de cela ? On l'attendait libéral, beaucoup l'attendaient libéral, et on l'a vu dans cette crise du Covid, l'État, des mots très forts sur la guerre, sur l'engagement de l'État, contrairement aux Allemands qui avaient une gestion beaucoup plus sanitaire. C'est la logique ? Non, il y a une vraie excuse à ça, c'est que si vous voulez, pour parler comme les économistes, dans les périodes de crise, comme en 1929, Keynes a raison. C'est-à-dire que si on ne soutient pas l'économie, donc c'est une politique keynésienne, donc c'est une politique de gauche. Donc ça veut dire que l'État intervient pour soutenir l'économie, pour aider les chômeurs. Pourquoi il le fait ?
Et il a raison de le faire. C'est parce que s'il ne le faisait pas, les entreprises qui feraient faillite ne pourraient pas repartir. Et donc, on serait dans une situation bien pire après qu'avant. Donc, en période de crise, Keynes a raison, si je puis dire, contre Schumpeter. D'une manière générale, Schumpeter a raison. C'est l'innovation qui tire la croissance et l'emploi. Mais en période de crise, il faut soutenir l'économie. Et là, le plan de relance, on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, toute l'Europe le fait. Avec Macron, il n'est pas original en l'occurrence. Donc, ce n'est pas une politique libérale, mais c'est parce qu'on n'est pas dans une situation où une politique libérale serait performante. Vous êtes dans cette catégorie, on entend moins le mot maintenant, les intellectuels. Oui, je ne suis pas un intellectuel, moi, du tout. Dieu sait si ça a existé en France, avec tous les excès des intellectuels engagés dans des causes souvent indéfendables. Où est-ce qu'ils en sont, les intellectuels, aujourd'hui ? Mais moi, j'en fais pas partie. Attends, donc c'est pas que je sois... Les intellectuels. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi j'en fais pas partie. Parce que, en fait, le mot intellectuel qui est inventé par Saint-Simon, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est Saint-Simon l'inventeur du mot. C'est pas dans l'affaire Dreyfus qu'il apparaît comme substantif. Il est déjà chez Saint-Simon, donc bien avant, donc dans les années 1840, 1830 même. Et donc, d'une manière structurelle, l'intellectuel est de gauche. Il est forcément de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il est critique à l'égard de ce que Hegel appelle la positivité du temps présent, c'est-à-dire le réel tel qu'il est, tel qu'il va. Et donc l'intellectuel, il est d'abord et avant tout de gauche en France. C'est Sartre, c'est Foucault. Maurras, il y a eu beaucoup d'intellectuels de droite, non ? Non, ça a complètement disparu dans l'après-guerre. Ouais. Si on parle de notre génération, enfin je suis plus vieux que vous, mais de notre génération à nous, dans l'après-guerre, l'intellectuel est forcément de gauche. Il est anticolonialiste et il est anti-fasciste, évidemment. Donc il est forcément de gauche. Et ce qui est très frappant, c'est que tous les intellectuels de droite ont disparu dans l'après-guerre. Edgar Morin est communiste, Michel Foucault est communiste, Derrida est crypto-communiste, Althusser, n'en parlons pas, etc. Même François Furet, mon ami, est communiste, Leroy-Ladurie est communiste, etc. Et donc tous sont à gauche. Le seul qui résiste, c'est Aron, mais Aron est juif et il est social-démocrate en vérité. Donc c'est pas du tout un type de droite en vérité. Il y avait quand même quelques grands intellectuels de droite libérale, Jean d'Ormesson et beaucoup d'autres. C'est le seul. On a l'impression que... C'est le seul. Voilà. Jean d'Or, c'est le seul. Le nombre s'est beaucoup réduit. Et vous citez Jean d'Ormesson, c'est vraiment le seul. D'ailleurs, c'était vraiment quelqu'un pour qui j'avais énormément d'amitié, d'affection, comme tout le monde en France. D'ailleurs, tout le monde l'aimait. Moi, je l'aimais particulièrement. On a eu la chance, moi, j'ai eu la chance de beaucoup parler avec lui, de le rencontrer à plusieurs reprises et puis d'avoir des vraies conversations avec lui. Mais c'est vraiment, pour moi, le seul intellectuel. Avec Aron, c'est le seul intellectuel. Mais c'était pas la droite, c'est pas la... libérale. C'est la droite libérale et intelligente. C'est pas... Aujourd'hui, les intellectuels qui marquent souvent sont... anti-libéraux à droite ou à gauche, un Zemmour, un Piketty, dans les deux. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Zemmour est un journaliste, c'est pas un intellectuel, ça n'a rien à voir. Donc quel succès, objectivement, qu'on soit pour ou contre lui, succès. Oui. Ah ben succès colossal, mais non, moi je parle de ce que j'appelle intellectuel. Enfin, maintenant pour moi, ce sont d'abord et avant tout les intellectuels. Ce sont des gens qui ont une œuvre. Foucault a une œuvre, Furet a une œuvre, Leroy-Ladurie a une œuvre, etc. Edgar Morin, si on veut aussi, d'une certaine manière. Bon, donc ce sont des gens qui ont écrit des livres, qui ont des œuvres. Bon, là, je parle pas de quelqu'un qui intervient dans les médias. C'est pas une critique. Ce que je fais, c'est un constat. Bon, et donc les intellectuels en France sont de gauche, structurellement, si je puis dire. Les intellectuels de droite sont l'exception qui confirme la règle. Et moi, je ne me pense pas du tout comme un intellectuel, mais ce qui m'intéresse, c'est la philosophie. C'est pas d'intervenir comme moraliste sur la Bosnie ou je sais pas quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Je signe pas de pétition, quasiment jamais. En tout cas, s'il y a une sorte de férisme, je ne sais pas quel modèle il y a, vous citez Ulysse, vous citez Homère et l'Odyssée, vous dites souvent Ulysse, c'est bien ça. Le malin, le modéré. C'est un maître pour tous les temps, pour le nôtre aussi. Modéré, non, c'est l'homme aux mille ruses, c'est-à-dire que Ulysse, c'est celui qui a le courage d'aller voir les autres. Quand il arrive sur l'île des Cyclopes, par exemple, de l'abominable Polyphème, Ulysse dit à ses marins, qui sont d'ailleurs très inquiets quand il leur dit ça, il leur dit « Je voudrais aller voir si ce sont des monstres ou des mangeurs de pain ». Mangeurs de pain, ça veut dire des humains chez les Grecs, donc des gens qui font cuire le pain, le cru et le cuit. Et donc, il a cette curiosité pour les autres qui fait qu'il a une séduction extrême, je ne dis pas du tout que c'est mon cas, mais il a une séduction extrême parce qu'il a ce que Kant appellera plus tard la pensée élargie. C'est-à-dire, il a voyagé, il a appris, il a connu la guerre, il a connu la mort, puisqu'il est allé dans les enfers, il en est revenu. Et donc, c'est quelqu'un qui a extraordinairement enrichi son horizon. Voilà, il a la pensée élargie. C'est pas un individu borné, c'est pas quelqu'un qui est rivé au local, comme voudraient les écologistes aujourd'hui, qu'on soit rivé
au local. Non, il a élargi l'horizon. Et c'est pour ça que pour moi, oui, c'est un modèle, évidemment. C'est un sage grec, d'une certaine manière. Il y a une séduction, Ferry. Ça marche, vos livres, les audiences, paraît-il. Vous en inquiétiez en arrivant ici, quand on met Luc Ferry sur un plateau, ça attire du monde. La philosophie, il y a une demande de philosophie. Vous faites des conférences en ligne, etc. Ça répond à quoi, d'après vous ? Écoutez, je pense que le monde est devenu extrêmement difficile à comprendre pour une raison qui est structurelle, c'est qu'il est, pardon pour le mot, mais il est polyarchique, c'est-à-dire qu'il y a plein de vecteurs. Il y a 3 millions d'entreprises en France, il y a des centaines de millions d'entreprises et de laboratoires dans le monde, donc vous avez plein de petits vecteurs, et la résultante, ça s'appelle l'histoire, personne ne la voit. Et donc dans ce contexte-là d'opacité quasi absolue de l'avenir, les gens ont besoin d'histoire et de philosophie. En fond, c'est les deux grandes disciplines à mes yeux, histoire et philosophie. Et j'ai écrit un livre, Apprendre à vivre. Il s'est vendu, je ne devrais pas le dire, mais beaucoup. Je ne sais pas de vous donner le chiffre, ça serait prétentieux. Mais je pense que c'est parce que on est dans une période où on a besoin d'une nouvelle Aufklärung, d'un nouvel âge des Lumières. Parce que, y compris dans les entreprises, je vois les chefs d'entreprise sont très inquiets. Alors, ils prennent souvent des coachs, à mon avis, ça ne sert absolument à rien. C'est même une erreur. Mais il y a cette volonté d'être rassuré sur l'avenir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, je pense que histoire et philosophie, c'est ce qui manque absolument à nos dirigeants politiques. Ils ont comme seule compétence la sociologie électorale, en gros Sciences Po, quoi, voilà. Et donc, c'est pas du tout suffisant. Ils sont nuls en sciences et ils sont quasiment nuls en histoire, sauf exception, évidemment, des gens comme Védrine, mais enfin, il est plus aux affaires. Mais voilà, c'est histoire et philosophie et science. Voilà. C'est vraiment ce qui manque à nos politiques pour naviguer avec conscience. Alors, je ne suis pas sûr que Bayrou, au plan, maîtrise tout ça, mais il faudra voir avec qui il travaille. Merci beaucoup, Luc Ferry. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez incarné, François Molins, le visage de la justice pendant les tragédies de 2015, la lutte contre les terroristes. L'heure est au procès des complices des attentats contre Charlie, contre l'hypercacher. Votre visage nous rappelle aussitôt des souvenirs. Pour vous, les images qui reviennent spontanément, quelles sont-elles ? Il y a des images qui sont encore plus fortes et dramatiques que d'autres. Je vous répondrai peut-être d'abord la scène de crime que j'ai vue sur Charlie Hebdo, et puis l'image des deux scènes d'assaut que j'ai vécues différemment, puisque j'étais à Dammartin, et celle de l'hypercacher, je l'ai vécue par le téléphone en direct avec mes collègues qui étaient sur place. Votre personnalité apparaît dès les premières secondes, c'est-à-dire cette espèce de retenue qui a frappé tout le monde, et en même temps, vous vous recueillez en arrivant sur les scènes de crime. Je dis toujours qu'on est magistrat, mais on est d'abord des hommes et des femmes, donc on a le droit d'avoir des émotions, et je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir des émotions fortes quand on assiste à ce genre de choses. Donc effectivement, moi j'avoue que face à ce genre de scène, je garde quelques brefs instants pour moi, et puis après je reviens très vite à un moment professionnel, mais c'est ma façon à moi de gérer mes émotions et de revenir à un cadre professionnel rapide et le plus rigoureux possible. Chacun a ses souvenirs, évidemment. Oui. Beaucoup se rappellent l'image de Ahmed Merabet. C'est un des courageux de ces journées-là, un de ces policiers qui affrontent et qui est tué à bout portant, avec une barbarie extrême, par les frères Kouachi. Ils arrêtent même la voiture pour revenir le tuer. Il leur dit quelque chose dont chef, c'est bon, quelque chose comme ça. Alors qu'il est blessé, qu'il est tout à fait hors d'état de nuire, il va être achevé de sang-froid par ces deux assassins. Il y a quelques images comme ça qui rappellent le fanatisme absolu face auquel on se trouve. Ça, c'est une dimension qu'on avait oubliée. C'est une dimension qu'on a oubliée, mais qui, je pense, est particulièrement présente dans l'évolution contemporaine du terrorisme djihadiste, qui montre bien qu'on est face à des gens qui foulent aux pieds toutes les valeurs de nos démocraties et qui, effectivement, ont un comportement qui mélange à la fois, j'allais dire, fanatisme et totalitarisme, qui sont prêts à tout. François Molins, on va parler de tous ces aspects, la lutte contre le terrorisme, passé, présente, les risques à venir aussi. D'abord, évidemment, ce procès, quelques mots sur le sens de ce procès, 14 prévenus, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a encore des faits décisifs qu'on puisse trouver ?
Je ne sais pas si la vraie question, c'est celle-ci. Les débats diront, dans un dossier, il y a évidemment des questions qui peuvent recevoir des réponses et d'autres qui n'en auront peut-être pas. Mais à côté de ça, je pense que ce procès, même si les 3 terroristes principaux sont absents, puisqu'ils ont été neutralisés, il va avoir une valeur essentielle, c'est que la justice a, je pense, un devoir élémentaire de vérité et de réparation à l'égard de l'ensemble des victimes qui ont souffert dans leur chair de ces attentats. Et ce procès doit justement servir finalement à répondre à ces questions légitimes de la part des victimes en essayant d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, par qui, grâce à qui, avec quelle complicité. Et je pense que ça rejoint d'ailleurs aussi le fait qu'il est filmé, hein, vous l'avez noté, donc il servira pour l'histoire. Il se double aussi d'un travail de participation à une forme de construction d'une mémoire collective. Et je pense que sur un plan pédagogique, il peut avoir aussi une valeur plus profonde, qui rejoint la question que vous me posiez sur le fanatisme. C'est justement, à travers tout ça, tout ce travail de justice, de vérité, de reconstruction historique, de pouvoir démontrer quelles sont, nous, dans la société française, dans la République française, les valeurs d'humanité, de dignité et de liberté. Oui, il y a une leçon morale aussi. On pense au procès Barbie, on pense au procès de l'ex-Yougoslavie, évidemment Nuremberg, qui est une sorte de modèle. Il y a cette portée-là, historique. Oui, je pense. Oui, je pense, parce que au-delà de la dimension purement terroriste des faits de ces 7, 8 et 9 janvier, il y a une dimension particulière qui finalement renvoie à la figure qu'incarnait Charlie Hebdo et à un certain nombre de valeurs qui sont derrière tout ça, c'est le combat pour la liberté d'expression. Il ne faut pas oublier non plus que ces terroristes, ils sortent des locaux de Charlie en hurlant « on a vengé le prophète ». Charlie a aussi été victime, j'allais dire, de ces combats et de sa défense de cette liberté d'expression. Est-ce qu'on peut mieux comprendre le danger actuel? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut articuler un chiffre? Combien de gens, combien de kouachis potentiels existent dans la société française? Votre question renvoie à ce qui, je pense, est l'enjeu majeur à relever aujourd'hui, puisque on sait que la menace est assez complexe, hein, elle peut être exogène, elle peut venir d'actions téléguidées de l'extérieur. On sait que là, le risque est peut-être un peu moindre compte tenu du délitement de Daesh et de ce qu'il est devenu. Par contre, il y a un second risque, ce qu'on appelle la menace endogène, qui, lui, est plus prégnant et qui consiste à voir apparaître de façon isolée des gens radicalisés qui vont passer à l'acte. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ces faits de passage à l'acte peuvent être le fait de gens qui sont suivis par les services de renseignement, auquel cas, bien évidemment, ils vont exercer une vigilance particulière, mais vous avez aussi le risque de voir passer à l'acte des gens qui n'étaient pas suivis par les services de renseignement. Donc ça signe effectivement la nécessité d'avoir des mécanismes de détection et de suivi qui vont permettre effectivement, à travers tout le travail sur la radicalisation, de suivre les gens qui se radicalisent et de déterminer ceux qui effectivement sont suffisamment dangereux pour pouvoir basculer dans ce passage à l'acte. Il y a quelque chose d'incompréhensible, d'irréductible. Quand on est dans le procès, hein, le cas de la compagne de Koulibaly, Ayat Boumedienne, femme apparemment normale, avec ces images incroyables où elle est en bikini à la plage avec Koulibaly, etc., qui devient d'un fanatisme extrême, niqab, qui parle aux autres hommes à travers une cloison, qui parle de double martyr en cas de bombardement. Voilà. Pour vous, qui avez tellement travaillé sur ces dossiers, est-ce que c'est compréhensible ? Très modestement, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une explication. Je pense que ça correspond souvent à des parcours de vie, à des formes de radicalisation qui peut-être se traduisent par la conjugaison à la fois d'une vision très sectaire de l'islam, comme c'est le cas de ces gens-là, et peut-être aussi qui peut se conjuguer avec des difficultés personnelles et psychologiques. Et on note que souvent, je ne dis pas que ce soit le cas de tous les terroristes djihadistes, mais il y a quand même un certain nombre qui ont eu dans leur vécu, dans leur parcours, un certain nombre de difficultés personnelles ou psychologiques. On se sent désarmé, hein, parce qu'il y a vraiment tous les cas. On se rappelle le 11 septembre, c'était déjà des gens très éduqués, etc. Il y a aussi les fous, demi-fous, marginaux, les petits délinquants, les grands délinquants. Le danger vient de partout. Oui, je pense. C'est ce qui fait effectivement la complexité des dispositifs, c'est que vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont parfaitement structurés et organisés, mais vous pouvez aussi avoir des gens dont la dangerosité va venir justement de cette conjugaison effectivement de l'appartenance à des organisations terroristes et puis de difficultés personnelles ou psychologiques, voire psychiatriques, qui vont parfois compliquer la compréhension du passage à l'acte. Est-ce qu'il y a dans notre société aujourd'hui un danger de fanatisation vraiment extrêmement local, des gens tout seuls chez eux, on en a vu, hein, qui
entretiennent. Je pense qu'il y a effectivement ce type de danger aujourd'hui, on le sait depuis plusieurs années, qui peut consister effectivement à des auto-radicalisations, à des radicalisations personnelles sur Internet, notamment, qui peuvent conduire effectivement des gens quelques semaines ou quelques mois à basculer pour en arriver à des issues aussi tragiques. Y compris dans la police, y compris dans l'armée? Oui, il y a eu quelques cas. Ouais. Ça, c'est très inquiétant, parce que là, on franchit un seuil. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on explique ça? Je pense que c'est un phénomène qui est lié effectivement à des formes de radicalisation. Vous savez qu'il y a une grande polémique aujourd'hui qui oppose, la question se pose de savoir est-ce qu'on assiste à une radicalisation de l'islam ou à une islamisation de la radicalité, avec des thèses sociologiques qui sont un peu en opposition. Il y a peut-être un peu des deux dans ces explications, comme toujours dans les querelles historiques ou sociologiques, mais je pense effectivement qu'il y a une grande part de vérité dans ce problème-là. Est-ce que vous croyez-vous à la déradicalisation? Ça vaut pour les revenants, ça vaut pour ceux qui sortent de prison. On a souvent l'impression que c'est une fable, parce que quand on interroge vraiment ces gens, il reste quelque chose de leur foi fanatique. Moi, je suis toujours d'un naturel optimiste, alors j'aurais envie de vous répondre oui. Je crois que la réalité, malheureusement, est plus complexe, dans la mesure en plus où elle est compliquée par ce qu'on appelle l'attaquia, donc des techniques de dissimulation de la part de ces gens-là, qui fait que vous pouvez avoir des gens qui vont afficher les meilleures intentions du monde et qui en réalité n'ont pas changé. Donc il faut toujours intégrer ça dans le décryptage de ces choses-là. Je pense qu'il peut y avoir des cas de déradicalisation. Pour en avoir parlé avec certains imams qui travaillent en milieu pénitentiaire, c'est possible, mais ça reste quand même très compliqué, parce que ça nécessite, c'est ce qu'il m'avait expliqué, tout un travail de déconstruction et d'échange, notamment sur le plan religieux, donc ça prend du temps. Le résultat n'est pas acquis. Et je suis aussi un petit peu gêné pour vous répondre, parce que je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour vous répondre par rapport à toutes les démarches qui ont été lancées depuis 2 ans dans le cadre de l'administration pénitentiaire avec ces quartiers d'évaluation de la radicalisation. Mais il y a un vrai travail qui est fait, ça c'est indubitable. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être vous-même impressionné au sens fort? Ce sont des gens tellement fanatiques, prêts à tuer, mais aussi à mourir. Il y a eu des fanatismes chrétiens en d'autres temps aussi, et d'autres religions. Voilà. Ils sont par là plus forts que nous, qui sommes des démocrates sceptiques, modérés. Ce n'est pas les mêmes logiciels. Ça, c'est certain, et c'est peut-être pour ça, effectivement, que c'est différent, c'est difficile à appréhender, et c'est aussi une raison pour laquelle je pense qu'il ne faut surtout pas faire d'angélisme avec ces questions-là. Pour autant, il est aussi nécessaire de respecter notre système de valeurs, qui est quand même fondé sur un système de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ce grand danger des revenants, ceux qui étaient en Syrie, en Irak, qui maintenant risquent de reviennent déjà. On a là une idée, un ordre de grandeur? Mais les services de renseignement ont une idée effectivement des gens qui sont là-bas dans les camps. La justice française, même si moi j'ai quitté ces domaines-là depuis maintenant bientôt 2 ans, on a une parfaite connaissance en principe, tous les Français ressortissants français qui sont là-bas sont identifiés et font l'objet d'un mandat de recherche ou d'arrêt qui ont été délivrés par les autorités françaises. Donc ces gens-là, on les connaît, on sait qui c'est, on sait ce qu'on leur reproche, et il serait tout à fait possible de les juger s'ils revenaient demain sur le territoire français. François Hollande lui-même a levé un coin du voile sur toutes les exécutions ciblées qui ont eu lieu, où l'armée, les services spéciaux, repèrent et tuent un certain nombre de ces gens-là. Beaucoup d'experts disent « oui, ça sert, c'est une opération nécessaire de guerre ». Est-ce que vous êtes engagé dans ce genre d'opération? Non, en France, la justice n'est pas engagée dans ce genre d'opération, puisque ces types d'opérations s'inscrivent dans le droit des conflits armés. Donc la chaîne est purement militaire. On est sur des terrains de guerre asymétrique. La justice n'interfère pas dans le cadre de ces prises de décision. J'allais dire que quelque part c'est assez logique, parce que la justice n'a pas à donner les autorisations pour aller neutraliser des gens qu'elle recherche pour justement leur faire un procès et les juger. Donc la justice est extérieure à ça. Mais c'est vrai que dans le cadre des relations qu'on a avec les services de renseignement, on a pu, à certaines occasions, être avisé de la disparition, neutralisation de tel ou tel individu qui était recherché par des services français ou étrangers. C'est très intéressant, parce que là on est à la limite évidemment de ce que la démocratie s'autorise, mais beaucoup de juges, de policiers, de militaires disent c'est difficile à dire face caméra, mais oui, ça sert, c'est dans la lutte antiterroriste.
C'est un des outils de la lutte antiterroriste qui est en amont de la saisine judiciaire et qui s'inscrit clairement dans le cadre des conflits armés. François Molins, ce n'est pas seulement par votre action que vous avez marqué, on commençait par là, c'est votre visage, votre voix, votre accent, votre regard très particulier, vos mots. Vous avez cette façon, quand on se remémore les conférences de presse, vous reteniez les mots. Vous aviez cette espèce de sobriété qui rendait les choses encore plus fortes. Oui, les mots sont les choses et l'expression des personnalités. Donc je pense que j'ai communiqué comme je suis, sans travestissement. On a très vite compris qu'on ne l'a pas fait par plaisir. Je pense que la communication, aujourd'hui, elle est devenue une part importante et intégrante du métier de procureur. Je pense qu'on voit dans l'évolution des choses que la parole politique a quand même beaucoup perdu de valeur et de crédibilité en termes d'objectivité. Je pense que la parole judiciaire, elle a cette objectivité. Elle l'a d'autant plus que quand elle s'exerce, on a une éthique comme magistrat. On doit respecter certains principes. Dans notre communication, elle se fait en respectant ce respect des principes de présomption d'innocence, dignité des victimes, protection de la confidentialité des investigations. C'est là-dedans qu'on s'est inscrit. Et puis on a compris après, assez vite, ça on ne l'avait pas vu tout de suite, on nous a dit vous rassurez. Donc on a aussi c'était l'effet qui frappait le plus. On a aussi inséré ça dans notre logiciel. Et je reconnais qu'effectivement, ça nous a peut-être conduit parfois à nous censurer et éviter parfois de donner des informations qui n'auraient rien apporté, mais qui auraient encore apporté et rajouté au climat anxiogène de la société française à l'époque. Vous citiez un grand confrère à nous journalistes, Bruno Frappa, qui dit qu'il faut retenir sa plume. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, il faut toujours être un peu en amont. Ça, c'est un maître. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable et de raisonné, parce que le plus grand piège dans lequel on peut tomber avec le traitement médiatique de ce type d'événement, on l'a vu avec le 13 novembre, encore plus avec Charlie Hebdo, Libère Cacher, c'est l'hystérie collective. Un phénomène d'emballement médiatique qui fait qu'on peut être amené à donner ou à divulguer des informations sans avoir pris la peine de les vérifier. Et ça, je pense que c'est pire que tout. Et Bruno Frappa, effectivement, a ce mot important qui dit que dans ces cas-là, au contraire, il faut retenir sa plume, il faut prendre le temps de la réflexion. Je pense qu'on peut l'appliquer à la communication d'un journaliste, on peut aussi appliquer à la communication d'un procureur. Tout ça n'empêche pas les sentiments, vous le disiez. Vous avez eu recours même à un psy, c'est vrai ? On a eu, moi j'ai pas eu, c'est un peu particulier. Vous avez fait comme les autres en réalité, c'est un peu ça. Non, en réalité, j'avais vu qu'à la suite de ces attentats, tous les collègues certains collègues qui étaient passés sur les scènes de crime, parce qu'on était quand même, je n'étais pas tout seul, moi j'avais une équipe de magistrats qui travaillait avec moi et qui travaillait très bien d'ailleurs, très compétents et très engagés, et on voyait que certains avaient souffert. Donc j'ai pris l'initiative, moi, après ces événements, de demander au ministère de nous mettre en place un dispositif psy pour permettre de débriefer, d'avoir un débriefing avec chaque collègue individuellement. Alors, comme il y a toujours une sorte de réticence à aller voir ce genre de personnes, parce que ça peut être vu comme l'aveu d'une faiblesse, je me suis dit, c'est moi que je vais donner l'exemple, et j'irai voir, moi, la psychologue qu'on nous envoie, le premier. Donc j'ai eu effectivement un entretien avec elle qui s'est très bien passé. Elle m'a dit qu'a priori ça allait, une petite heure, mais je reconnais que ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec quelqu'un et de verbaliser tout ce que j'avais vu. Merci François Molins. Merci.